Salut les fanats de football. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un haut lieu du football dans le sud de l'Allemagne. Difficile d'y croire, mais il s'agit d'un tout petit village, sûrement inconnu des Français, Offenheim. Sa particularité, c'est que le club de foot local, le TSG 1899 Offenheim, a réussi un véritable exploit. Grimper 8 fois de division en seulement 18 ans. Et aujourd'hui, il occupe une bonne place en première division du championnat allemand. C'est la progression la plus rapide de toute l'histoire du foot en Allemagne. Une prouesse sportive dont rêvent tous les clubs de foot et qui a été rendue possible par le soutien financier d'un homme, Dietmar Hopp, un milliardaire allemand. Sauf que l'argent seul ne fait pas tout, puisqu'en foot, il faut aussi du sens tactique et une sacrée technique. Émilie et moi l'ont justement enfilé nos crampons pour courir après cette grande question, à quel point peut-on perfectionner le football? Footballeurs et scientifiques font désormais équipe dans un seul et unique but, atteindre le jeu parfait en décortiquant par exemple ce qui est à la base même du foot. Attention, shoot! Un ballon rond qu'il faut faire entrer dans un but rectangulaire par un coup de pied bien placé. Les footballeurs professionnels atteignent des vitesses de frappe étonnantes. Mais quel tir est le plus rapide? Le tir à l'arrêt? Le tir avec élan? Ou la spectaculaire reprise de volée? Daniel Laumann est physicien. Pour Xenius, il a imaginé une expérience avec le concours de 2 joueurs du VfL Bochum, club allemand de 2e division, l'attaquant Christian Merz et le milieu de terrain Max Janssen. L'équipe commence par installer un appareil radar et une caméra à grande vitesse permettant d'obtenir des ralentis extrêmes. Premier essai, le tir à l'arrêt. Nos joueurs atteignent tous deux une vitesse de frappe moyenne d'environ 80 km/h. Lors du même test, mais sans ballon, la jambe de frappe du joueur n'atteint que 57 km/h en moyenne. Alors comment le ballon peut-il gagner plus de 20 km/h après la frappe? Lors de la frappe, une quantité de mouvement est transférée au ballon, qui est égale à la masse multipliée par la vitesse. Comme la jambe du joueur est plus lourde que le ballon, celui-ci peut atteindre une vitesse bien plus élevée que la jambe qui le frappe. Pour illustrer cette formule physique, prenons l'exemple d'un pendule avec un haltère de 20 kg et un ballon classique, plus léger. Quand la jambe du footballeur, ici représentée par l'haltère, frappe le ballon, elle lui transmet toute son énergie cinétique. Le ballon s'éloigne alors à une vitesse plus élevée que celle de la jambe. Lors d'un tir avec élan, les mêmes forces s'appliquent, mais sont multipliées. Pour notre expérience, Christian et Max tirent plusieurs ballons en prenant de l'élan. Vitesse enregistrée, plus de 100 km/h en moyenne. Là aussi, la vitesse de la jambe de frappe seule est mesurée, environ 80 km/h. La comparaison au ralenti le montre bien. À droite, lors du tir avec élan, c'est tout le corps qui transmet son énergie au ballon. Reprenons l'exemple du pendule. En lâchant l'haltère de plus haut, le ballon reçoit une énergie cinétique encore plus élevée qui le catapulte rapidement vers le haut. Troisième type de tir, la reprise de volée. Pour mesurer sa vitesse, il faut d'abord trouver le moyen de mettre le ballon lui-même en mouvement. Un lanceur automatique les envoie contre un mur à une vitesse moyenne de 57 km/h. Daniel Laumann mesure à quelle vitesse le ballon rebondit. Il n'atteint plus que 40 km/h, soit presque un tiers de moins. Dans l'exemple du pendule, cette fois, l'haltère et le ballon se déplacent l'un vers l'autre. Le ballon, qui profite aussi de sa propre vitesse, est catapulté dans l'autre sens encore plus vite. Au tour des pros de tenter une reprise de volée, le tir le plus difficile techniquement. Le timing entre l'élan et la frappe doit être parfait.
Mais c'est le meilleur moyen de transformer un ballon en boulet de canon. 123 km/h, le tir le plus rapide de notre expérience. L'installation qui se trouve derrière nous n'existe qu'en 3 exemplaires dans le monde. C'est d'ailleurs l'arme secrète du centre d'entraînement d'Offenheim, le Footbonaut. Raphaël Björn-Höfner est l'informaticien qui s'en occupe. Ce robot, c'est un peu le joujou dont rêvent tous les hommes, non? Oui, absolument. C'est bien ça. C'est aussi prenant qu'un jeu vidéo, sauf qu'on est soi-même dans le jeu. C'est un formidable outil qui a l'avantage d'être amusant, mais qui est aussi efficace pour nos joueurs et nos joueuses. Il fait du bruit, il clignote, il parle même. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air très interactif en tout cas. Oui, c'est presque un son et lumière. Le joueur est au milieu et un signal sonore lui indique d'où le ballon va venir. Dans le même temps, une cible s'allume qu'il doit viser. C'est tout simple. C'est un entraînement au geste technique. Bien contrôler le ballon, puis l'envoyer dans la cible le plus rapidement possible. On doit vite se prendre au jeu. Votre Footbonaut est-il souvent utilisé? Oui, il fonctionne toute la semaine. Forcément, les joueurs aimeraient y passer leur temps, mais on suit les instructions de l'entraîneur et on en limite l'utilisation, à cause de la fatigue que ça entraîne. Mais on peut dire qu'en temps normal, le Footbonaut est utilisé 7 jours sur 7, au moins 7 heures par jour. Pourquoi est-ce mieux de s'entraîner avec un robot plutôt qu'avec des coéquipiers en chair et en os? Ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est différent. Il sert à l'entraînement basique. Ça n'a rien de comparable au duel entre joueurs lors des entraînements. Il s'agit de travailler les bases, en particulier la réactivité, c'est-à-dire réagir à un événement avec une réponse adaptée. On améliore la technique dont le joueur aura besoin sur le terrain pour contrôler le ballon et réussir ses passes. Ça aide vraiment à progresser? Et comment? On voit les progrès, je vous le garantis. Je passe mes journées à faire travailler les joueurs, les juniors comme les pros, et je vois bien leurs progrès, simplement à force de répéter les gestes. Ça équivaut à une semaine d'entraînement. Les 15 minutes par jour qu'un joueur passe dans le Footbonaut lui offrent autant de contact avec le ballon que pendant toute une semaine d'entraînement. Est-ce que votre robot remarquerait qu'Adrian et moi ne sommes pas du tout des joueurs pros si on le testait? Qu'est-ce qui se passerait? Il s'en apercevra, ça ne fait aucun doute. Le mieux, c'est d'aller le tester. Suivez-moi. Génial. Attention. Comme ça. Quel programme nous avez-vous préparé? On va commencer par une session d'échauffement. Vous allez recevoir 10 ballons envoyés à 40 km/h, ce qui est parfait pour les débutants. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Savoir jouer au foot, ça peut être utile. Un peu? Ok, donc je suis hors jeu, mais on va essayer. Qui commence? Parfait, je me lance. Tu es plus sportif que moi. Je vais te montrer ce qu'il faut pas faire. C'est ça. C'est vraiment super crevant, mais je me suis éclaté. Je me demande comment Emily va s'en sortir. Mais quelques passes mal assurées ne sont rien par rapport à ce que savent déjà faire les espoirs de demain. Voici le parcours de l'un d'entre eux. Et moi, je vais boire un coup. André Leipold a un rêve, devenir footballeur professionnel. Pour se donner toutes les chances, à 11 ans, il est entré dans un internat en section sportive football.
Il ne voit sa famille que lors des vacances et ses journées sont rythmées par les entraînements. Avant même le petit déjeuner, il commence par une session individuelle de musculation. Les spécialistes sont unanimes. Plus tôt on commence à se préparer à une carrière professionnelle, plus on a de chances d'y parvenir. Une blessure pourrait tout gâcher, mais pour l'instant, André a été épargné. Je n'ai pas eu de grosses blessures, que des petites, au talon. Mais ce n'était pas trop grave. Tu as peur de te blesser? Ça dépend comment. Je n'ai pas peur des petites blessures, mais d'une fracture, oui, un peu. L'internat privé accueille 88 élèves au total. André bénéficie d'une bourse qui couvre la plus grosse partie des frais de scolarité. Ceux-ci se montent à 2 500 € par mois et incluent l'entraînement, le logement et les cours. On est là pour les rendre plus forts, pour leur donner de la confiance en soi, de l'assurance. On ne leur répète pas « oublie, tu n'y arriveras pas, tu es trop petit ». Le genre de choses qu'on balance jour après jour à la figure de nos enfants et qui sont destructrices pour leur personnalité. À seulement 12 ans, le quotidien d'André est déjà planifié jusque tard le soir, y compris le week-end quand son équipe dispute des matchs. Il a commencé le foot à 4 ans avec le soutien de son père, lui-même entraîneur. Au cours d'une saison, André a marqué 80 buts en 10 matchs. Il a débuté dans l'équipe junior du club RB Salzbourg, champion d'Autriche, avant d'être pris au Bayern Munich. André a 6 heures de cours par jour. Je ne suis presque jamais nerveux, sauf quand on joue la finale du championnat, ce genre de choses. Là, je stresse un peu, mais c'est tout. Les joueurs juniors n'ont le droit de s'entraîner que l'après-midi, même dans les clubs professionnels. Les parents d'André l'ont donc inscrit dans cet internat privé qui lui apporte un entraînement professionnel dès le matin. « 10 heures du matin. Au programme du jour, duel offensif. Les joueurs ont 90 minutes pour être au maximum au contact du ballon. On recommence. Chaque entraînement doit compter 200 actions sur le terrain. André connaissait déjà son entraîneur à Salzbourg. Allez, tire! C'est bien, André, bien joué! Pour devenir meilleur que les autres, il faut être prêt à tout donner. Recommence, encore. Prends le ballon. Je pense qu'il est doué, mais ce n'est pas ce qu'il vaut maintenant qui compte, même si c'est un bon début. Ce qui importe, c'est qu'il soit toujours aussi doué à 19 ans. Et je suis convaincu que pour espérer arriver un jour au plus haut niveau, il faut commencer très jeune, mais tout en respectant les besoins de l'enfant. Running just as fast as you can. You jump ship way quick, but maybe it's thicker. Water. Ok, du calme. On ramasse les ballons. Au tout début, j'étais le plus jeune. J'avais 4 ans, alors que les autres avaient 5, 6 ou 7 ans. Et tu étais meilleur qu'eux? Je courais souvent vers le mauvais but. Je partais dans la mauvaise direction parce que je n'arrivais pas à me repérer sur le terrain. Après le déjeuner, c'est l'heure de l'analyse vidéo. On va regarder ton duel offensif du dernier match. Là, tu prends le ballon et tu te lances. Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire? J'aurais dû continuer sur l'aile. Exactement. Avec tes super dribbles et ta force, tu aurais dû avoir le courage, l'assurance d'arriver à fond dans la surface de réparation. Regarde de quoi tu es capable. Tu dois avoir plus confiance en toi, plus souvent.
Ton but était le plus beau du match, non? Ça va. Il est 16h, le chauffeur du club vient chercher André. Il se rend à l'entraînement avec le reste de l'équipe junior du Bayern Munich. À son retour à l'internat, il fera déjà nuit. Plusieurs années d'entraînement intensif attendent encore André avant qu'il sache enfin si une carrière de footballeur professionnel s'ouvre à lui. Deux de réussis. Émilie? Je crois qu'il me faudrait une 50aine d'années avec ce robot pour savoir enfin jouer au foot. Non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'en 2 ou 3 ans, on verrait déjà quelques résultats. Lors de la dernière séance, votre taux de réussite était de 40%. Vous avez fait entrer 4 ballons sur 10, avec une réactivité de 5 secondes. Et pour moi, ça donne quoi? Chez vous aussi, le taux de réussite est de 4 sur 10. Mais la vitesse est descendue à 4 secondes. C'est un peu mieux, un peu plus rapide. Ok, on va prendre ces résultats et les montrer au directeur sportif Bernard Peters, histoire de voir si le club nous signera un contrat avec de telles performances. Allons-y. J'ai des doutes. Tu crois vraiment qu'il nous embaucherait? Il faut bien quelqu'un pour tracer les lignes sur le terrain, non? Bernard Peters, voici les résultats de notre évaluation dans le Footbonaut. Alors, qu'en pensez-vous? Bon, c'est plutôt pas mal pour une première fois. Mais s'il fallait en tirer une petite analyse, je dirais qu'on peut certainement améliorer le taux de réussite de vos tirs. Là, vous êtes à 40%, alors que nos meilleurs joueurs sont à plus de 90%. Et on pourrait sûrement aussi améliorer la réactivité lors de chaque action. Donc il y a quand même une belle marge de progression. On voit que vous êtes responsable de la formation des jeunes joueurs. Vous nous remontez le moral et ça fait du bien. Mais faire des passes réussies, ça ne suffit pas pour gagner. Que faites-vous d'autre pour perfectionner le jeu de vos joueurs? L'important, c'est de travailler toutes les composantes du foot de façon systématique et dans la durée. C'est la même chose dans un petit club qu'ici à Hoffenheim. Et malgré tout, il restera toujours une place pour l'intuition dans le jeu. Et c'est une bonne chose. Moi, je me suis toujours dit que Pelé, Maradona ou Zidane touchaient à la perfection. Alors qu'ils s'entraînaient sans robot à l'époque, ils étaient vraiment au sommet de leur art. Que devrait-on encore inventer ou changer aujourd'hui pour retrouver de tels joueurs? Ils étaient des joueurs de leur temps, c'est certain. Ils n'ont pas été à la même école que les jeunes d'aujourd'hui. J'entends par là que sur le terrain, pendant les matchs, ils laissaient encore plus libre cours à leur intuition, à leur talent créatif. Voilà pourquoi il est important de continuer à encourager ces processus créatifs et intuitifs qui doivent faire partie intégrante du jeu et qui rappellent le football de rue. Avec la technique, c'est l'autre facette d'un beau football. Reste ensuite à trouver la juste proportion des deux. Et ça, c'est tout le mystère. Et pensez-vous qu'il est possible d'arriver un jour à un jeu parfait? Non, le jeu parfait restera toujours une théorie, un objectif à atteindre. Personne ne peut dire si la méthode que vous avez choisie pour votre équipe portera ses fruits au prochain match ou le mois suivant. On ne peut pas tout prévoir, loin de là. Merci et bonne réussite. Merci. On peut s'entraîner et travailler d'arrache-pied, il restera toujours une part d'imprévu dans le foot.
Sauf peut-être dans un cas, le penalty. Là, pour savoir comment réussir le tir parfait, faites confiance à la science. Le penalty, un duel entre le gardien de but et un joueur. Quelques centimètres et une fraction de seconde peuvent faire la différence entre victoire et défaite. Les règles internationales sont claires. Le gardien doit rester sur sa ligne jusqu'à ce que le joueur tire. C'est un combat inégal. Statistiquement, 4 tirs sur 5 finissent dans les filets. Cela devrait même être plus, car si l'on s'en tient aux seules lois de la physique, un penalty est imparable. Xenius fait le test avec 2 joueurs du VFL Bochum. Daniel Laumann, le physicien qui mène l'expérience, veut d'abord déterminer la vitesse du ballon lors d'un penalty. Il mesure la distance qu'il doit parcourir jusque dans l'angle du but, 11,40 mètres exactement. Moritz Göttel est attaquant. Ses tirs dépassent facilement les 100 km/h, ce qui correspond à peu près à la vitesse de frappe des meilleurs joueurs mondiaux. Jonas Hermes occupe depuis 16 ans le poste de gardien de but. Les différents tirs de Moritz Göttel atteignent une vitesse moyenne de 114 km/h. Le ballon ne met que quelques dixièmes de seconde à franchir la ligne de but, le temps imparti au gardien pour l'arrêter. On voit que tout dépend de la réactivité du gardien. Pour la mesurer, je me place ici, au point de pénalty. Avec 2 bâtons, je fais un signe au gardien. Quelle sera sa vitesse de réaction ? Le gardien réagit en 2 dixièmes de seconde. Mais le ballon ne met que 3 dixièmes de seconde pour atteindre la ligne de but. Donc il ne reste au gardien qu'un dixième de seconde pour faire son mouvement. Même les meilleurs gardiens du monde ne sont pas beaucoup plus rapides. 1 dixième de seconde, c'est tout ce qu'ils ont pour faire le blocage décisif. En si peu de temps, notre gardien ne peut couvrir qu'un demi-mètre. La zone hachurée en blanc est hors de sa portée. Quelle que soit la taille et la détente du gardien, les lois de la physique montrent qu'un tir rapide en pleine lucarne est imparable. Cela donne un net avantage aux bons tireurs en cas de pénalty. Il leur suffit de viser un angle de la cage et leur ballon sera trop rapide et trop éloigné pour le gardien. Même s'il s'élance dans la bonne direction, impossible pour lui de le bloquer. Et pourtant, il arrive que le gardien sauve le match. D'abord, j'essaie d'analyser le joueur pendant le match, d'étudier sa façon de tirer un coup franc ou un corner. Et évidemment, on reçoit aussi des petites infos avant chaque rencontre. On s'informe sur les tirs de tel ou tel joueur lors de ses matchs précédents. J'ai tout cela en tête pour essayer de décrypter mon adversaire. C'est la seule façon de me donner un avantage. Par exemple, en partant d'un côté avant qu'il frappe le ballon. C'est prendre un vrai risque et faire un pari dangereux. Mais c'est le seul moyen d'arrêter un penalty normalement imparable. Au moment crucial, mieux vaut donc avoir un gardien avec les nerfs solides pour espérer contredire les lois de la physique. Voilà pourquoi, même lors d'un penalty, tout peut arriver. Et c'est bien mieux ainsi parce que c'est justement ce qui fait du foot un sport riche en rebondissements. Et malgré tout, les clubs du monde entier poursuivent leur quête du jeu parfait, à coups d'entraînement intensif et avec de nouvelles armes comme le Footbonaut. Mais il y a toujours un joueur supplémentaire sur le terrain que personne ne contrôle. C'est le hasard, prêt à faire des pieds et des mains pour changer le cours d'un match. La preuve, les statistiques montrent que dans le championnat allemand, 2 buts sur 5 sont le fruit complet du hasard.
Le foot n'est pas parfait et ne le sera jamais. Heureusement, car c'est bien plus palpitant de voir des joueurs avec du cœur plutôt que des robots. Fin du match. Salut! À la prochaine.